Vostra. On voit que sur des journaux à cause ou des journaux qui apportent une vision très différente, on peut aujourd'hui se financer en partie, en tout cas c'est 25% de leur modèle, sur de l'aide finalement individuelle. Des gens qui donnent, qui apportent leur soutien. On a également des cas comme Disclose par exemple qui fait de l'investigation journalistique et qui ne vit que finalement des aides des personnes, des individus. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette pastille actu de Mediarama. On est le mardi, c'est la pastille actu et je reçois aujourd'hui l'ami Cyril Franck pour évoquer avec moi notamment les assises du journalisme où tu étais la semaine dernière et d'autres sujets, signaux forts, signaux faibles que l'on a pu repérer avec l'équipe dans les médias pour cette semaine. Salut Cyril, comment vas-tu ? Salut François, très bien, aussi autant que faire se peut. Écoute, top. Comme je le disais, donc tu étais à Tours la semaine dernière. Tu es allé faire un tour. Joli jeu de mots, n'est-ce pas, aux assises du journalisme d'édition 2024. Est-ce que tu peux un peu nous dire comme ça en préambule quelles ont été tes impressions ? Qu'est-ce qui t'a marqué ? Tu y vas tous les ans, toi ? Alors non, j'y vais pas tous les ans. J'essaie d'y aller quand je peux, quand j'ai un peu de dispo et quand on m'invite. Là, effectivement, ce qui m'intéressait, c'était d'assister notamment à la retranscription des premiers débats qui ont eu lieu sur les états généraux de l'information. Donc, grosse enquête qui est menée, de travail qui est fait auprès des professionnels des médias, des citoyens, beaucoup également, et de la société civile sur à quoi doivent ressembler les médias de demain. Donc, c'est à l'initiative d'Emmanuel Macron que ce travail est fait aujourd'hui. Et donc, il y avait une première table ronde qui était censée un peu partager les débats autour de ces questions avant le rapport officiel. Donc, ma première impression, c'est que on a parlé beaucoup d'indépendance des médias, de comment assurer cette indépendance. Et il y a énormément de sujets très techniques, très compliqués, où se sont affrontés un peu les positions de façon assez tranchée d'ailleurs, assez marquées entre notamment les représentants du personnel, les syndicats d'un côté, journalistes, et puis les patrons de presse de l'autre, qui défendaient un business model assez compliqué, etc. Donc, un peu compliqué, un peu tendu, avec beaucoup de textes de loi, de propositions qui sont en train d'être examinées. Moi, je pense à celle qui est en train d'être examinée en ce moment à l'Assemblée sur le droit d'agrément des journalistes sur la nomination de directrices de publication. Pour ceux qui veulent continuer à toucher des aides publiques c'est de l'efficacité de cette mesure. Est-ce que c'est, alors pour la plupart des patrons, c'est pas du tout efficace, hein, c'est clair là-dessus, parce que c'est des aides qui sont quand même minimes par rapport à la masse des sommes qui sont engagées. Pascal Ruffnac, donc le président du directoire de Bayard, disait que oui, il touche 400 000 € effectivement pour la Croix. C'est un de ceux qui touche le plus au titre du pluralisme de l'information, mais que c'est peut-être pas tout à fait une goutte d'eau, mais enfin c'est pas grand-chose par rapport aux dépenses du chiffre d'affaires qui s'établit à 30 millions d'euros rien que pour la Croix. C'est ça, il y a toujours un peu un fantasme là-dessus, et ça c'est vrai que ça a été souvent dit. Il y a effectivement des aides publiques, mais quand tu mets en regard des budgets et des niveaux de dépenses de ces médias, c'est pas ça qui change l'équation, hein. C'est ça, et puis c'est l'ensemble des aides. En fait, en gros, quand on parle des aides publiques, on a une vision très, très large des aides directes. C'est ces aides notamment au pluralisme, c'est-à-dire qu'on va subventionner des journaux pour permettre à toutes les expressions de pouvoir exister. Donc, c'est le cas de l'Humanité, c'est le cas de la Croix, hein, qui aux deux marges du spectre sont
permettent d'avoir des visions différentes de la société. Et en fait, cette aide directe, elle représente finalement pas grand-chose. À l'année, c'est 23 millions. Alors, c'est beaucoup quand on le dit comme ça, mais sur plus de 500 millions d'aides au total en France en 2023, par exemple, au titre des aides indirectes. Donc, Ouais. oui, ça représente des grosses sommes et c'est vrai qu'il y a quelques titres qui en bénéficient beaucoup plus parce que c'est à l'origine basé sur un tirage de 44, enfin, les ordonnances de 44, donc c'est quand même un peu daté sur la répartition. Et néanmoins, c'est aussi les quotidiens qui ont les plus grosses dépenses, notamment. Donc, c'est une façon aussi d'avoir un soutien direct à l'emploi, aux journalistes. Ouais. C'est les plus grosses rédactions. Voilà, donc débat aussi sur le fait que est-ce qu'on continue de subventionner le Parisien qui touche une part importante de cette somme chaque année, c'est une centaine de milliers d'euros également, alors que ça appartient à Arnaud, à Bernard Arnault, quoi. Donc, le patron de LVMH, c'est compliqué de se dire, on va donner de l'argent public à un milliardaire. Et il y a toutes ces questions. Et en même temps, est-ce que c'est vraiment important? Est-ce qu'on change un dispositif? Alors, tout ça a été discuté, bataillé. Ça a été assez compliqué. Et sur la question, par exemple, c'est intéressant parce que sur la question de l'agrément, du droit d'agrément, est-ce que les journalistes doivent valider, mettre un veto ou pas sur la nomination du directeur de rédaction, directrice de la rédaction? Par exemple, le SPIL, le syndicat de la presse indépendante en ligne, il est contre, il est plutôt contre. Enfin, la plupart de ses membres sont plutôt contre. Par Mediapart qui a mis ça en place dans sa rédaction, la plupart sont plutôt contre parce que c'est des entrepreneurs des médias, ils ont déjà du mal à faire en sorte que ça fonctionne et que pour eux, c'est une équation qui ne dépend pas que des journalistes. Il y a aussi de la technique, il y a aussi des commerciaux et par exemple, chez Contexte, ils sont plutôt contre, alors que globalement, ils ont un mode de fonctionnement très participatif, en tout cas, ou très ouvert, etc. Mais effectivement, en tant qu'entrepreneur, quand tu es indépendant et que c'est ton business, voilà, en tout cas, ça peut être compliqué de se mettre derrière. Après, la rédaction à dos, etc. Il y a des histoires comme ça, je vais pas nommer, mais effectivement, ça peut être compliqué. Donc, effectivement, paradoxal, mais compréhensible de la part du SPIL. Aux assises du journalisme, donc toi, tu venais un peu notamment voir cette table ronde qui prolongeait un peu le débat que tu avais eu quand tu avais été interviewé, donc les états généraux de la presse. Est-ce que tu as vu d'autres tables rondes ou conférences qui t'ont intéressé aux assises? Oui, il y a eu une table ronde sur les nouveaux médias, ceux qui se sont lancés en 2023. Car il y en a eu. Il y en a eu en 2023, oui. 2024. Et notamment que tu as reçu Cometa, Cometa, donc qui a pour vocation de parler de l'ensemble des titres et de l'information des pays de l'Est, mais pas que, enfin, sens large du terme, puisqu'il déborde aussi un peu sur l'Asie. Enfin, voilà, ils ont une vision ouverte, si j'ai bien compris, de la région, enfin, d'un côté un petit peu au-delà de la géographie pure des pays de l'Est, et avec une vision à la fois littéraire et un mix d'auteurs et en même temps de journalistes, de reportages et en même temps de textes un peu littéraires. Donc, c'est intéressant avec des modèles économiques. On a parlé beaucoup, et bien sûr, de financement de ces nouveaux médias, modèle économique en grande partie lié au mécénat, en l'occurrence, puisqu'il y a eu des financements de différentes fondations qui leur assurent de la survie pour 3 ans. Et puis du soutien également du public, des dons, qui est quelque chose d'intéressant à suivre parce que on voit que sur des journaux à cause ou des journaux qui apportent une vision très différente, on peut aujourd'hui se financer en partie, en tout cas, c'est 25% de leur modèle, sur de l'aide finalement individuelle, des gens qui donnent, qui apportent leur soutien. On a également des cas comme Disclose, par exemple, qui fait de l'investigation journalistique et qui ne vit que finalement des aides des personnes, des individus. Donc, c'est des modèles qui, quelquefois, peuvent fonctionner, en tout cas en partie, et apporter 25%, c'est pas rien. Hein. C'est un quart quand même du business model, c'est la publicité. Hein. Enfin, ça remplace la publicité pour les journaux. Et ça te permet un peu plus d'indépendance. Exactement. Voilà. En regardant effectivement donc le site des assises du journalisme, je revoyais un peu le programme de 2023 de l'année dernière. Il y avait une place hyper importante sur l'écologie, l'urgence climatique. Ils faisaient le bilan de la charte, etc. 2024, ça a parlé d'écologie?
Alors, je peux pas te dire, ça a pas parlé d'écologie parce que moi, j'ai assisté qu'à une journée et demie, donc l'ensemble de la semaine, sur les 5 jours. Moi, j'en ai pas entendu parler ou en fait, de façon assez indirecte avec, effectivement des engagements, un peu RSE. Mais non, c'était pas du tout au cœur de la problématique cette année. On était plus sur, là, pour le coup, le gros du truc, c'était l'indépendance des médias, avec les polémiques actuelles. On pense effectivement, à la reprise, du JDD par Bolloré et la nomination de Geoffroy Lejeune, ancien de Valeurs Âge Actuelles. Ça a beaucoup plus fait parler. En fait, l'actualité était plus orientée sur indépendance. Il y a aussi, bien Et le sûr, sport aussi notamment, hein. C'était un peu une et une édition spéciale mise sous le signe du sport avec l'arrivée des JO. Il y a eu pas mal de tables rondes qui avaient l'air exactement. intéressantes. J'essaierai d'avoir des infos dessus, peut-être pour alimenter la newsletter notamment. Mais c'est vrai que c'était un gros accent sur le sport et voilà, donc je me posais la question, mais je connaissais la réponse, hein. Il y avait en tout et pour tout juste une table ronde qui concernait l'écologie. Voilà, alors après je sais bien qu'il faut choisir ses sujets, mais entre, Ouais. l'IA, l'indépendance des médias qui a quand même pas mal occupé et le sport avec ce thème principal et on sent cette volonté un peu de pour les JO de faire monter la sauce quelque part Ouais. et ben, il y a pas beaucoup de place pour l'écologie cette année. Alors bon, et voilà, c'est des choix à faire. J'espère que c'était pas qu'une mode et que quand même ça continuera un petit peu d'en discuter parce qu'il y a quand même toujours, du travail. Voilà, donc c'était les assises du journalisme, l'indépendance. Quand même, toi, tu retiens, Oui, c'est enfin, en il y a tout cas, ouais, le grand sujet. l'indépendance, le financement, c'est enfin vraiment il était très riche et beaucoup de sujets ont été abordés sur, également, qu'est-ce qu'on va faire avec l'IA, les droits voisins, enfin, oui, comment on va réussir à s'en sortir. Il y a plein de choses qui arrivent pour les médias en ce moment. La question de la survie économique peut-être l'emporte, un peu en ce moment sur, les chartes déontologiques, de environnementales, quoi. Ouais, Mais c'est en fait, c'est un truc, enfin, très important que tu soulignes effectivement. C'est la période, elle est quand même compliquée, ouais. d'un point de vue, global économique, donc forcément tu te resserres et puis les sujets, bah, les priorités, changent. Donc je pense que c'est un bon résumé un peu, de la situation. Et c'est un peu dommage parce que l'écologie devrait pas être, juste en temps de prospérité où on prend le temps, ça devrait être un peu, voilà, un sentiment d'urgence. Mais Non, mais voilà, cette année est un peu particulière. ouais, et puis c'est vrai qu'il y a aussi, quand on a parlé des nouveaux médias, il y en a aussi certains qui ont, comme vocation de justement d'aller sur cette thématique-là. Donc, c'est aussi un peu transversal. Donc il y a pas une monothématique environnementale. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est plutôt je pense que ça infuse aussi, il faut le dire. Par exemple, on a discuté, on a vu, le lancement d'un titre, 60 millions de consommateurs, jeunes, pour les juniors, pardon, pour les 12, les 8-12 ans. Et ce qui est intéressant d'ailleurs parce que je me suis posé la question d'un titre, de consommation pour un jeune public, est-ce que c'est pas un peu bizarre? Et en fait, non, une bonne partie des thématiques qui sont abordées sont sur l'environnement. Comment aujourd'hui, on peut consommer un petit peu de façon un peu plus responsable? Comment est-ce que, on peut respecter le bilan carbone et cetera dans ce qu'on achète et cetera. Donc il y a aussi cette façon un peu transversale maintenant, sans en faire forcément une thématique en soi, de traiter les choses, sur d'autres tables rondes. On a aussi les engagements effectivement RSE, au sein du groupe Bayard, par exemple, qui sont très fortes. Donc oui, je dirais que c'est moins une thématique centrale, mais qu'elle est quand même assez présente, notamment pour toucher des nouveaux publics. Bon, très bien. Merci de défendre un peu la profession, Cyril, c'est important. On change de sujet, j'en avais parlé dans un épisode, mais je crois qu'il est pas encore sorti, donc en fait, c'est peut-être la première fois que je l'évoque. Meta qui a annoncé la fermeture de CrowdTangle. Alors ça a été, évidemment, très critiqué. Là, je me base sur un article du Monde qui est intéressant, qui est sorti, ce week-end, hier en l'occurrence. Hem et pas un poisson d'avril, donc très critiqué par les chercheurs et les médias, car l'outil leur permettait de mieux suivre les campagnes de désinformation en ligne, de traquer un peu les fake news. Donc CrowdTangle, pour ceux qui ne savent pas, c'est cet outil gratuit mis à disposition par Facebook, Meta maintenant, qui permet voilà de voir quels sont les articles qui fonctionnent, qui ont le plus d'interactions, etc. Une espèce d'outil de social listening qui existe depuis quelques années, hyper puissant, qui était utilisé dans beaucoup de rédactions. Et donc cet article explique aussi que bah, les journalistes l'utilisent pour enquêter sur des crises de santé publique, des violations de droits humains, des catastrophes naturelles, pour rapporter des informations sur la modération des contenus de Meta. Donc voilà, c'était pas juste
par des journalistes pour suivre ce qui se passe, donner des idées de sujets, mais vraiment aussi pour lutter contre les fake news. Donc voilà, une levée de bouclier contre la fermeture de Meta, mais qui ne fait que confirmer ce désintérêt de Meta pour la news, pour les contenus, hein, pour se recentrer plutôt vers du divertissement et du contenu partagé famille, amis. C'était gratuit, donc un centre de coût. Je le rappelais tout à l'heure, le contexte économique global n'est pas forcément hyper bon en ce moment. Donc même chez Meta, on cherche un peu à faire des économies, et donc CrowdTangle en fait les frais. Tu me disais que tu l'utilisais pas, toi, CrowdTangle, mais est-ce que tu as un avis sur cette news? Bah, oui, enfin, c'est aussi, Facebook aussi ferme les vannes de tout ce qui peut se retourner contre lui. Donc, l'article du Monde évoquait aussi le fait qu'il y a eu quand même quelques enquêtes, quelques informations qui sont parues, qui montraient notamment la difficulté de la plateforme à modérer les contenus, ou l'importance des jeux piratés qui est sur son secteur jeux vidéo, sur la plateforme. Donc, il veut pas prêter le flanc plus longtemps effectivement sur un secteur qui lui rapporte rien. Dans le cadre d'un désengagement global sur l'information. Et c'est pas bon signe. C'est effectivement une forme de repli et voilà, la période un peu transparente où on essaie de collaborer avec les rédactions, avec les médias, on se referme. Là, c'est vraiment bon, bah écoutez, maintenant ça nous intéresse plus, quoi. Donc, débrouillez-vous. C'est pas bon signe. C'est ça, c'est un peu débrouillez-vous. Ouais, Et dans une période d'élections américaines et européennes, exactement. donc cet outil vraiment utilisé pour un peu Euh, débunker et puis suivre les campagnes de désinformation en ligne, c'est compliqué. Donc voilà, cette levée de bouclier et de nombreuses personnes, dont la Fondation Mozilla ou l'ancien DG de CrowdTangle, qui ont appelé Meta à un rétropédalage à suivre. J'ai du mal à penser qu'ils fassent machine arrière, mais ouais. peut-être, Ouais, non, pas j'y crois pas optimiste. trop Et ils non avaient déjà plus. fermé, c'était marrant parce que c'est pas la première fois que ça leur arrive, quand ils se sont lancés, on se rappelle toutes les applications tierces qui permettaient Ouais, de tirer un bénéfice, un peu comme Twitter d'ailleurs, d'avoir de l'information, de traiter, etc. Ils ont fermé le robinet assez vite. Et voilà, donc ils reprennent le contrôle de leur outil, ils arrêtent finalement de collaborer, c'est chacun pour soi, et surtout que, enfin, ça s'inscrit dans le cadre d'une procédure. Euh, Zuckerberg a été auditionné par le Congrès américain pour ouais. s'expliquer sur les manipulations de l'information sur sa plateforme. Donc, il ne veut plus prêter le flanc à tout ça, et donc il dit voilà, maintenant, voilà, je fais mon business et débrouillez-vous. C'est ça, et donc voilà, avec des dommages collatéraux, malgré tout, et ça, c'est bien dommage. Espérons que peut-être il y ait d'autres solutions, qui sortent. On en parlera peut-être à ce micro bientôt. Autre sujet, la diversification qu'on n'attendait pas, Hugo Décrypte, donc que tout le monde connaît, hein, 14 millions d'abonnés sur les plateformes sociales, le média des jeunes. Je dis ça un peu en sachant que c'est une expression un peu de vieux, mais en l'occurrence qui cartonne. Donc il lance un média autour de l'insertion professionnelle. L'idée d'aider près de 13% des jeunes qui ne sont ni à l'école, ni en formation, ni en emploi, selon une étude de l'INSEE parue en 2021. D'après le baromètre de la formation professionnelle, 45% des bacheliers se sentent mal informés et 60% des 18-34 ans ont déjà pensé à une reconversion. Voilà, donc je trouvais ça assez intéressant et malin. On sait aussi que cette diversification par du service dans un modèle économique, c'est souvent ça fonctionne bien. On peut utiliser la puissance du média. Là, on sent aussi qu'il y a une vraie volonté d'aider son audience, hein, ça reste assez cohérent. Qu'est-ce que tu penses de ce move d'Hugo Décrypte? Bah, il est très bien, il est très malin, et puis il part surtout du besoin du public. Il a bien compris que ça fait partie des besoins essentiels. Et c'est intéressant parce que ça correspond un peu au rapport du Financial Times qui va faire la une de ma newsletter cette semaine. Un des points clés, c'était rendre service, et notamment sur le service pratique. Là, on est sur du service pratique concret. Comment est-ce que je m'insère professionnellement? Comment je passe ma vie d'étudiante à ma vie professionnelle? C'est pas facile. Et c'est intéressant parce que c'est aussi un des points du rapport, c'est qu'on a besoin, la jeune génération, les 18, 20, 24, 25 ans, ils ont besoin de faire confiance à des gens qui leur parlent. Donc c'est ce qu'a Ouais, réussi très bien à faire Hugo, de faire vraiment ce lien personnalisé, de grand frère un peu,
maintenant, puisqu'il était petit frère, maintenant il est grand frère presque, depuis le temps. Et donc, ce lien personnalisé permet de transmettre une information qu'on ne va pas aller chercher. Parce que oui, il y a de l'information qui existe déjà, il y a l'étudiant, il y a des tas de titres qui existent, mais pas c'est pas des endroits que vont forcément consulter une jeune génération qui croit pas vraiment, qui sont pas un peu éloignés de la presse traditionnelle. Et donc voilà, c'est intéressant d'aller faire ce travail, d'aller chercher ce public, de leur apporter de l'information utile avec le ton, avec la confiance qu'on a su développer. C'est très malin et c'est très bien. Ouais, donc à suivre, ça s'appelle Élan. C'est donc un média doublé d'une plateforme où on pourra faire de la mise en relation et donc trouver des jobs. Il y a déjà une URL qui existe, job.hugodécrypte, jobs au pluriel.hugodécrypte.com, avec déjà des grandes entreprises parmi lesquelles Chanel, Decathlon, L'Oréal, Havas, Mazars ou encore ST Microelectronics nous apprend cet article du Figaro. Donc sur cette diversification de Hugo Décrypte autour de l'insertion professionnelle. Je trouvais ça plutôt malin et méritait un petit peu cette mise en avant dans la pastille. Voilà pour les grandes news, un peu maintenant l'entrefilet, ce que j'aime appeler l'entrefilet, des petites news. Tu voulais nous parler d'une étude de Nature qui ne nous apprend rien, mais ceci dit, qui est toujours intéressant parce que ça fait que confirmer un petit peu, et c'est bon de le rappeler, sur la corrélation entre le côté négatif ou positif des mots utilisés dans des titres qui font des taux de clic plus ou moins élevés. Oui, c'est ça. Il y a l'expression qui dit que quand ça saigne, ça baigne. En journalisme, c'est assez connu. Voilà, il faut qu'il y ait des informations un peu sordides, voilà, fait divers, quoi, pour que ça marche. Et ça se confirme en taux de clic dans les titres, puisque l'étude de Nature, qui a analysé 5,7 millions de clics, enfin, c'est une vaste étude, 370 millions d'impressions à partir des contenus de Upworthy.com, confirme ça. Donc, il y a une augmentation des taux de clic de 2,3% quand les titres sont, quand les mots choisis sont inquiétants, on fait appel à la colère, des émotions négatives. Et au contraire, ils ont tendance à diminuer de 1,5 points ou 1,1 point quand c'est des mots positifs. C'est-à-dire que ça marche dans l'autre sens malheureusement aussi. Donc l'information positive est plutôt moins cliquée. Alors après, il faut aussi dire qu'il n'y a pas que le clic qui compte, il y a aussi l'engagement. Et ce qu'on constate aussi, c'est que, ça c'est une autre étude d'autres études le montrent, que sur les informations positives, on a un meilleur engagement aussi. Voilà, on peut rester plus longtemps, etc. Donc, oui, ça apporte autre chose. Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que on considère que finalement, ça fait de l'audience. C'est de l'audience quantitative. Et les chercheurs dans l'étude disent un truc intéressant, c'est que c'est probablement lié à notre cerveau reptilien, il y a très très longtemps, où en fait on cherche à anticiper des menaces. Donc tout ce qui peut paraître dangereux, inquiétant, douloureux, eh bien ça suscite mécaniquement chez l'homme un réflexe d'attention. Une attention particulière, voilà, ouais. exactement. Et ça, c'est vrai que c'est assez connu. Enfin, certains chercheurs le soulignent depuis longtemps. On a vécu très, très, très longtemps dans des conditions hostiles. Et donc, on a gardé notre esprit reptilien d'animal en éveil. Et ça expliquerait les taux de clic aujourd'hui. Sachant que, et il faut quand même dire qu'il y a une deuxième tendance qui est quand même très lourde, qui est le désengagement d'un grand nombre d'utilisateurs, de lecteurs, de citoyens vis-à-vis de l'information anxiogène. Ça, c'est des études qui le disent. Le dernier baromètre Lacroix-Cantar en faisait état. Il y a plus de 30%, voire si on prend le chiffre extensif, plus de 50% de la population aujourd'hui qui, de temps en temps au moins, se déconnectent d'une actualité qu'ils jugent trop anxiogène et sur laquelle ils n'ont pas prise. Donc, il y a aussi ça qu'il faut regarder. C'est-à-dire que oui, ça fait de l'audience, mais à long terme, à petit feu, ça tue aussi les médias. Et là, je rebondis encore une fois sur l'étude du FT, Financial Times, dont je vais faire la synthèse dans la newsletter cette semaine, qui dit la jeune génération en particulier veut des informations qui sont constructives, qui leur apportent l'occasion de se réjouir parfois, et puis sur lesquelles ils peuvent avoir une action, potentiellement un impact. Donc ça, c'est vraiment à l'antithèse de cette news qui dit, bah oui, il n'y a que l'info finalement négative qui marche. Eh ben écoute, merci. Et donc, voilà, j'invite à celles et ceux qui ne sont pas encore
abonnés à la newsletter à le faire sur mediarama.io. Et donc demain, on parlera d'intéresser la génération Z notamment. Tu as glissé quelques idées là-dessus, mais c'est le thème principal de la newsletter de Mediarama demain. Deux petites news encore pour conclure cette pastille actu. Le directeur des rédactions de BFM Business a été choisi par l'actionnaire du quotidien économique. Donc sa nomination devra être validée par les journalistes lors d'un vote. Ça fait un peu écho à ce qu'on se disait tout à l'heure, un peu sur le droit des rédactions, l'indépendance, etc. Donc c'est plutôt bien. On verra, on va suivre ça évidemment avec attention. Le climat a été un petit peu compliqué ces derniers jours, donc je trouvais ça intéressant en tout cas de le mettre en avant. Et puis pour conclure, un excellent article de la revue des médias de l'INA sur les scrollers. Donc voilà, il y a souvent un peu un mythe sur les stagiaires de bandeaux de BFM, hein, vous savez, ceux qui écrivent ces textes qui apparaissent à l'écran, qui commentent l'actualité. Il peut y avoir des erreurs parfois, et donc on attribue souvent ça aux stagiaires. En l'occurrence, donc là, ils se sont intéressés vraiment à ce métier, les scrollers, et donc ce sont pas du tout des stagiaires, c'est des vrais professionnels, journalistes qui doivent en fait allier un peu réactivité et puis compréhension un petit peu des sujets, et minutie évidemment. Alors il peut y avoir quelques coquilles et on retient plutôt souvent ça, mais l'article est vraiment très bien fait. On apprend un peu donc ce métier que je connaissais pas, les scrollers, donc je mettrai le lien vers la revue des médias dans les notes de l'épisode. Est-ce que tu connaissais ce métier, Cyril, ou est-ce que tu pensais aussi que c'était des stagiaires? Alors oui, je connaissais. Et puis, alors, ce qui est rigolo, c'est que vendredi, j'ai été aussi invité à l'ESJ, l'École supérieure de journalisme de Lille, pour une conférence sur les modèles économiques de la presse. Et il y avait tout un certain nombre de groupes de presse qui étaient là, des représentants des groupes de presse qui venaient faire leur marché, en fait, auprès des futurs alternants en provenance de cette grande école. Et il y a effectivement quelques-uns qui ont évoqué ce travail de titreurs, notamment à TF1. Ils embauchent des gens. Alors en l'occurrence, c'était des alternants, mais l'idée, c'était de les garder pour faire les bandeaux et l'ensemble du travail finalement de signalétique, on va dire, de la chaîne. Donc oui, exactement, c'est un vrai travail, il faut savoir bien le faire, et donc je trouvais ça intéressant et l'article bien écrit. Merci Cyril pour ton temps et ta participation à cette pastille actu. Merci à toi, merci beaucoup. Et merci à toutes et à tous, et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Mediarama. Salut! Ciao! Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien.